Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Alors, c'est confirmé. Il n'y a pas eu d'entente de dernière minute durant la fin de semaine. Là, il y a des débardeurs en grève ce matin. C'est pas la paralysie totale du port. Hein? Non, 320 sur les 1200 débardeurs du port de Montréal qui vont débrayer à compter de 7 heures ce matin, Mario. Donc, ça touche 2 terminaux essentiellement, mais c'est quand même 40% des conteneurs qui transitent par ces 2 terminaux-là. En fin de semaine, il y avait toujours la possibilité qu'il n'y ait pas de grève. Cette grève de 3 jours qui va s'échelonner, rappelons-le, jusqu'à jeudi, si le syndicat et la partie patronale réussissaient à s'entendre, notamment sur 2 points, notamment les horaires. Visiblement, ça n'a pas été le cas. On n'a pas réussi à trouver un terrain d'entente. Les débardeurs qui sont sans convention collective depuis le 31 décembre dernier, mais les réactions qu'il y avait beaucoup au cours des derniers jours, c'est les craintes sur la scène économique. Parce que là, je te ramène à une étude de Transport Canada en 2021 qui nous disait que l'impact net au PIB pour une semaine de grève serait de 40 millions de dollars. Et si ça s'échelonne éventuellement, s'il y a d'autres moyens de pression, on parle maintenant de 100 millions de dollars par semaine. Ça monte vite. Mais oui. Puis on nous décrit aussi, parce que là, bon, si le port marche à moitié, ça veut dire que là, il y a des conteneurs qui s'accumulent, il y a un retard qui se prend. Tu rattrapes pas ça, semble-t-il, instantanément. Donc, les 3 journées de grève pourraient perturber les activités au port pendant une couple de semaines. Et s'il n'y a pas entente cette semaine, je suppose que le syndicat va nous arriver avec d'autres... Je veux dire, c'est une escalade, ça, la grève. C'est rare qu'on fait 3 journées puis qu'on dit c'est fini. Donc, quel genre d'automne on aura au port de Montréal? Parce que s'ils se sont pas... J'ai l'impression que s'ils se sont pas entendus en fin de semaine, parce que les 2 parties sont vraiment sur leur position, là. Tout le monde avait intérêt à éviter... Surtout l'employeur avait intérêt à éviter cette grève-là. Mais Mario, c'est un débat qu'on a eu dans le passé, entre autres, que ce soit pour... dans le domaine ferroviaire, quoi que ce soit, elle est où la ligne entre le droit de grève puis le fait de prendre en otage l'économie d'un pays? Là? Ouais. Ben, là, c'est une réflexion plus large. Là. Moi, on s'entend que pour moi, la grève, c'est un moyen quand même extrême. Tu prends le temps, mais tu finis toujours par prendre en otage quelqu'un. C'est certain que si tu es dans une petite entreprise privée qui produit des biens ou des services, tu prives, les employés se privent de leur salaire, l'employeur se prive de ses profits, puis là, tu as un vrai rapport de force. Là, tu te dis, dans le cas des grands transports stratégiques, tu prends toute la population, toute l'économie en otage. Mais tu sais, les grèves ont été créées à une époque où les travailleurs se battaient, tu sais, mettons, dans les mines. Il y a à chaque année 400 travailleurs qui mouraient, puis là, ils travaillaient pour quelques cents par jour, pour 25 cents par jour. Fait que là, on disait avoir des conditions de travail décentes, de sécurité au travail, protéger la vie humaine. Là, c'est sûr qu'on fait la grève maintenant, disons, on gagne 125, 130 000 par année, mais on devrait gagner 140 puis avoir des... Je sais que c'est les conditions, il y en a encore qui m'ont écrit pour dire, vous imaginez pas, on peut pas avoir de vie de famille, on travaille à des heures de fou. Mais c'est juste que tu te dis, est-ce qu'on est encore dans des conditions de misère? Mais c'est aussi vrai dans le secteur public à ce compte-là. Là. On gagne 90 000, on veut 100 000. Est-ce que tu es encore dans un niveau de misère qui justifie la grève? Bon, en relation de travail, on a décidé comme société que oui, là, que c'est le moyen de pression ultime. Moi, c'est une question que je pose. C'est une question que je pose de dire, OK, mais là, t'as peu, là, t'es rendu, là, t'as un fonds de pension, t'as des assurances, t'as une sécurité d'emploi absolue, t'as une bonne paye. Peut-être que ça vaut plus, mais est-ce que le moyen de pression de la grève, puis comme tu poses la question, est-ce que la grève causant des dommages à toute la société, est-ce qu'il est encore justifié? Est-ce que t'es encore justifié dans l'état des conditions de travail? Mais c'est une question, c'est pas d'hier que je la pose. Et bon, on nous dit c'est la seule façon, c'est le seul moyen de pression ultime qui reste aux travailleurs pour se faire respecter. Moi, j'ai des questions là-dessus. On a parlé en fin de semaine, Mario, entre autres, la CAQ était réunie en fin de semaine en Montérégie, puis toute la question de l'immigration est revenue à l'avant-plan. Là. François Legault, dans son discours de clôture samedi, en a remis une couche contre Justin Trudeau, qui l'accuse de tous les maux là, en ce qui concerne l'immigration, d'avoir perdu le contrôle. Et un des enjeux au niveau de l'immigration, c'est aussi la francisation. Et en une du Devoir ce matin, on apprend qu'un des programmes de francisation va fermer ses portes. C'est en Estrie. C'est la commission scolaire Eastern Township
qui s'apprête donc à fermer ce programme-là de francisation à partir du 25 novembre. On parle de dizaines de cours de français, temps complet, temps partiel, qui vont laisser là en plan à peu près 500 étudiants, une vingtaine d'enseignants aussi qui sont touchés par ça, Mario. Il y a un peu de mystère là-dedans, parce que c'était un des plus gros reproches que la CAQ faisait à l'ancien gouvernement, là, aux libéraux, de l'immigration augmentait, mais les budgets de francisation ne suivaient pas. Je sais que le ministre Jean-François Roberge, pour l'avoir reçu en entrevue, quand un autre programme avait fermé à Laval, disait « Oui, mais c'est parce que là, il y en a trop, vous comprenez pas. » Il dit « Présentement, le nombre d'étudiants sur les bancs de l'école en francisation au Québec est à un sommet de tous les temps. » Mais là, je pense qu'ils sont coincés entre deux affaires, c'est-à-dire que il y a ces besoins de francisation infiniment grands, puis on veut que les nouveaux arrivants apprennent le français. Mais je pense, de l'autre côté, un rappel qui est rendu humoristique, mais qui est néanmoins un rappel, la ministre Geneviève Guilbeault, qui a dit tout bonnement à l'Assemblée nationale il y a 2 semaines, il n'y en a plus d'argent! Il n'y en a plus! Il est cassé comme un clou. Puis je pense que c'est ça, c'est que là, tu dis, OK, peut-être que dans une année budgétaire normale, tu arrives au mois de novembre, les budgets sont tous à zéro, tu as tout dépensé l'argent de l'année parce que tu as eu plus d'immigrants que prévu. Tu vas dire, regarde, là, sors de l'argent, tu es débloquant, au pire, le déficit sera... Mais là, qu'il y a un déficit à 11 milliards, je pense qu'il y a quelqu'un qui a fermé la valve, qui a dit non. Si au mois de novembre, les budgets sont finis, on repartira au 1er avril, c'est délicat. Je trouve que dans le message politique de la CAQ de fermer des cours de francisation, mais je suis le premier à dire, tu peux pas non plus dépasser les budgets dans tous les ministères avec un déficit comme on a. Alors, comment ils vont gérer cette situation-là? Comment ils vont établir leurs priorités? Puis là, dans le cas de cette commission scolaire, de ce centre de services scolaires, entre toi et moi, si tu mets à pied les 20 profs, tu fermes les groupes, tu mets à pied les 20 profs, même si l'année prochaine, tu veux les repartir, ces enseignants-là vont-ils encore être disponibles? Est-ce qu'ils vont s'être trouvés autre chose? En tout cas, c'est des grosses questions. Et restons dans la francisation, Mario. C'est dans The Gazette ce matin. C'est aujourd'hui qu'il y aura une alliance de 23 municipalités du Québec qui seront devant la Cour supérieure, devant les tribunaux pour demander la suspension de certaines sections de la loi 96. Et l'objectif de ça, c'est vraiment le statut bilingue de ces municipalités-là. Et parmi les 23, on a Baie-d'Urfé, Beaconsfield, Blanc-Sablon, Côte-Saint-Luc, Dollard-des-Ormeaux, Dorval et Westmount. Ouais. Des municipalités, des villes qui ont jamais accepté la nouvelle loi 96. Il y avait... Écoute, le statut bilingue existe encore, mais il n'y a pas la même portée qu'avant. Et mais c'est l'histoire des lois linguistiques du Québec, là. T'sais, la loi 101 a été déposée par le PQ en 1977, puis a été contestée le mois d'après, puis a été contestée, je veux dire, 20 ans plus tard, on était encore dans les contestations de la loi 101. Puis là, le gouvernement a voulu faire une modernisation de la loi 101 avec la loi 96, puis elle est contestée. Puis on a peut-être encore pendant des années des jugements qui peuvent peut-être se rendre jusqu'à la Cour suprême. Ce sera à suivre. Journée nationale Vérité Réconciliation aujourd'hui. Oui, c'est la 4e journée nationale là-dessus. C'est ça a pour objectif de rendre hommage aux victimes, aux survivants des pensionnats. Et d'ailleurs, puis on en parle dans le journal ce matin, pour la première fois, la dépouille d'une fillette crie décédée après avoir été envoyée dans un pensionnat sera remise à sa famille. L'histoire remonte à 1966. Elle était avec sa cousine, faisait partie des enfants déracinés, envoyés au pensionnat anglican à Latuc. Alors, Justin Trudeau, aujourd'hui, va participer à une cérémonie, ne sera pas en vacances comme l'impère. La première année de la journée Vérité et Réconciliation qui était en vacances, c'était pas son meilleur coup. Non, il n'y a pas d'Airbnb dans l'Ouest canadien cette fois-là. Sur la question autochtone, c'était à Tout le monde en parle hier soir, mais c'est une déclaration quand même importante de Christine Fréchette, la ministre de l'Énergie, en ce qui concerne le dossier de Radio-Canada de Thomas Gervais sur les 250 millions de dollars en souffrance là, dans certaines communautés du nord du Québec qui, certains membres, pas tous, là, mais certains membres qui ne payaient pas leur facture d'électricité depuis des décennies et des décennies. Là, Christine Fréchette a annoncé qu'elle avait demandé à Hydro-Québec un plan, une solution, une voie de passage parce que ce n'est absolument pas équitable pour les autres. Elle a fait cette déclaration-là dans les dernières heures. Et je pense que tout le monde, en tout cas, c'est ce que j'ai écrit en fin de semaine dans le journal, c'est un peu ce que la ministre disait hier, qui est des ententes plus avantageuses de partage quand il y a des nouveaux barrages sur le territoire. Je
pense que tout le monde est prêt à ça. Là. D'ailleurs, Michael Sebia a déjà annoncé ses couleurs, là, qu'il voulait des ententes avec les Premières Nations. Ça, c'est une chose. Mais la solution à ça peut pas être de pas payer son compte. Là. Je veux dire, ça peut pas être un moyen de pression de dire tu vas pas payer ton compte. Et on a commencé à avoir des témoignages d'ailleurs sur la Côte-Nord, des gens qui disent, à l'intérieur même des mêmes communautés, là, il y a des gens qui disent, moi je paye mon compte. Puis il y en a qui disent, ils payent leur compte pour avoir un bon dossier de crédit, parce qu'ils disent, regarde, là, si moi je veux emprunter, si je veux avoir une auto, puis qu'on me fasse un prêt auto, peu importe, faut que j'ai un bon dossier de crédit, alors que ceux qui payent pas, probablement un mauvais dossier de crédit, me disent, voyons, c'est quoi ça? T'es pas supposé payer, oui, pour avoir un bon dossier de crédit, mais t'es supposé payer ton compte parce que tout le monde paye son compte, parce qu'il faut payer ses comptes, pas parce que t'appartiens à une communauté où c'est facultatif. Tu sais, mais je suis pas fou, là. Je suis conscient de la crise qu'Hydro a créée. Parce que quand un ménage, mettons, à 2-3 000 piastres de facture en retard, dit, regarde, on va se prendre sur un an, tu vas nous rembourser ça. Quand tu tolères pendant des années, il y a des gens que c'est la valeur de leur maison. Là. C'est des dizaines de milliers de dollars. Des 70 000. Mais le 70 000, comment tu fais la récupération de ça? À quelqu'un qui en gagne 30 par année ou 40 par année? Tu ne verras jamais la couleur de ça, là, de cet parce que tu as laissé ça s'accumuler sur des années. Ça a été une erreur. Ouais. On est à l'heure des bilans aux États-Unis de l'ouragan Hélène. Et finalement, on se le disait le premier matin, il y avait 4 morts qui avaient été constatés, mais on se disait, malheureusement, on va en découvrir d'autres. On va trouver d'autres personnes qui ont perdu la vie. Bilan très, très lourd, finalement. Hein. 95 morts jusqu'à maintenant, Mario, dans 6 États. Caroline du Nord, 36 morts. Caroline du Sud, 25. Georgie, 17. Floride, 11. 4 au Tennessee et 2 en Virginie. Mais il y a des centaines de personnes disparues au moment où on se parle. Alors, ce bilan-là sera appelé malheureusement à augmenter. Il y a encore ce matin beaucoup de gens qui n'ont pas d'électricité. Ah oui, on est à au-delà de 2 millions de foyers toujours privés d'électricité aux États-Unis, là. Et c'est clair que les dégâts, je veux dire, on voit des images aériennes de certains tronçons de route qui sont devenus des rivières, là. C'est complètement impraticable. On a vu des images de maisons détruites, complètement, plus qu'arrachées, même déplacées. Ce sont des scènes de dévastation vraiment incroyables parce qu'au moment de frapper la Floride, Hélène était de catégorie 4 à 225 km/h. Et même si l'ouragan a faibli un peu en touchant terre puis en allant un peu là, Georgie, les Carolines, un peu plus vers les terres, les vents étaient extrêmement violents et la quantité de pluie, Mario, ils ont reçu quoi? L'équivalent de 2-3 mois de pluie en quelques heures. Mais on pensait, les experts avaient l'air à penser que l'ouragan allait perdre plus de vigueur. Finalement, même en Georgie et dans les Carolines, où tu es quand même rendu un peu plus proche. Oui. Tu sais, les Carolines, tu es rendu loin dans les terres. L'ouragan continuait d'être dévastateur. Vaste. Oui, c'est ça. Même quand les vents diminuaient, je veux dire, les dommages ont été tellement importants, même quand on n'était pas proche de l'œil. Mais c'est un autre événement. J'ai l'impression qu'on en a encore pour la semaine, là, voir le bilan s'alourdir puis à faire des tristes découvertes. Et puisqu'on parle de bilan lourd, c'est le cas aussi au Liban. Mais évidemment, en fin de semaine, ce qui a frappé dans toutes les attaques d'Israël, c'est la mort du secrétaire général, là, du grand patron du Hezbollah. Oui, Hassan Nasrallah, qui a été tué dans une frappe. Et là, on comprend toute la logistique autour de cette frappe-là. Là. Israël avait vraiment planifié son coup longtemps d'avance, l'avait suivi. Et bien sûr que ça a provoqué... Les services secrets israéliens avaient dit à Reuters la veille, on pourrait le frapper n'importe quand, on le suit. En gros, ils disaient, on le suit 24 heures sur 24 depuis des mois, on sait toujours Nasrallah, on sait toujours où il est. Et là, il était dans une rencontre, une réunion où il planifiait avec ses officiers, avec son équipe, la réplique du Hezbollah à Israël. Ouais, alors lui, est décédé. Il y a d'autres hauts gradés aussi du Hezbollah qui ont perdu la vie. Et là, ce qu'on craint aussi, c'est une escalade de tension, une escalade de violence. Là. Encore dans les dernières heures, il y a eu des opérations. Israël a continué de viser des groupes soutenus par l'Iran au Proche-Orient. Le Liban a été la cible de d'autres bombardements. Alors qu'on entame un 3 jours de deuil là-dessus, je te mentionne que le premier ministre Justin Trudeau va s'entretenir avec le premier ministre par intérim du Liban aujourd'hui. Et c'est surtout cette escalade-là. Puis même réaction sur la scène internationale, tout le monde retient un peu son souffle, Mario. Oui, parce que au niveau de la scène internationale, il y a vraiment une sorte de pied de nez où finalement Netanyahou dit
je fais mes affaires, j'ai un plan et j'écoute rien, là. Donc, tous les pays, j'écoutais le président Macron là, qui essayait de réconcilier tout ça la semaine passée alors qu'il était... Mais il reste que... Il était à Montréal, mais il reste que tu dis, ben non, il y a quelques semaines, vous pensiez que vous étiez... La communauté internationale pensait qu'on était proche d'un cessez-le-feu, que... on n'est plus là du tout. Là. On est dans... On a l'impression que c'est quasiment le début d'une guerre où Netanyahou a décidé de régler le cas de tous les groupes qui sont autour. Je pense que c'est ça la décision qui s'est prise. Quand on va avoir la paix pour quelques années, là, on va désarmer, déraciner tous les groupes qui menaçaient Israël. Puis des groupes qui sont soutenus par l'Iran, mais on a l'impression que l'Iran veut pas engager la guerre avec Israël parce que donc l'Iran a laissé aller ces groupes-là, mais là, les groupes qui étaient alliés de l'Iran, ils seront, je sais pas, qu'est-ce qui va leur rester comme force dans quelques mois. Donc, on parle d'une foule record dans l'histoire du Centre Vidéotron hier, Isabelle. 19 000 personnes à crier « Billy! Billy! » C'était quelque chose dans le Centre Vidéotron. J'ai pu prendre des extraits pour que vous puissiez vivre l'ambiance. Parce que comme elle avait une scène centrale, donc on pouvait remplir l'amphithéâtre. D'habitude, c'est quand tu mets en mode théâtre, là, ce qui est derrière la scène, c'est fermé par des rideaux. Là. Exactement. Donc, 360, ça permettait que peu importe où les fans se trouvaient dans le Centre Vidéotron, ils étaient capables, à un moment donné, d'avoir une part de Billy. Donc, mais des fois, tu l'avais de dos. Des fois, tu l'avais de dos. Ce qui aidait, c'est qu'il y avait des écrans géants qui nous permettaient de la suivre quand même. Il y avait 2 fosses en plein milieu de la scène où on retrouvait les musiciens, les choristes qui étaient ses amis d'enfance. Donc, il y avait, je dirais, des lasers partout, des projections partout sur le plancher, sur l'écran géant aussi. Et je trouve qu'elle dosait bien l'énergie où des fois elle courait partout. Là. Je veux dire, il y avait une proximité avec le public énorme. Des fois, elle s'est couchée par terre pour faire des chansons. Et à un moment donné, elle a demandé à 19 000 personnes d'être silencieux parce qu'elle voulait enregistrer une boucle vocale, ce qu'on appelle un loop, pour qu'elle puisse chanter par-dessus. Fait qu'imaginez 19 000 personnes en silence avec elle assise en plein milieu de la scène. Il y avait quelque chose de magique là-dedans. À un moment donné aussi, dans ce moment... Le silence fut respecté. Le silence fut respecté. Oui. Ça a été quelque chose de grand. Puis dans ce moment d'introspection-là, à un moment donné, il a fait venir les 2 choristes qui sont ses amis d'enfance. Ils avaient 3 tabourets, puis ils chantaient les 3. C'était vraiment beau. Elle a fait 30 chansons. C'était un feu roulant. Là. C'est beaucoup, ça. C'est énorme. C'est un gros show. Là. C'est énorme. Puis c'est un feu roulant. Ça roule. Elle parle un peu à la foule. À un moment donné, elle a même demandé à une fan de lui déprendre les cheveux dans le collier. Elle avait vraiment cette proximité. Je comprends pourquoi les jeunes l'aiment autant. Tu sais, à un moment donné, quand tu chantes assis sur la scène, là, t'es vraiment à hauteur d'homme. Là. Je trouvais que c'était bien fait. Son look aussi, mention. Elle avait un jersey de football rouge avec des espèces de biker shorts, comme on appelle, là, des shorts de vélo. Elle avait des souliers confortables, un bandana sur les cheveux. Tu sais, zéro hypersexualisation. Là. Elle était confortable. Puis il y a plein de jeunes qui étaient habillés comme elle dans le stade avec les chandails de football. Je trouvais ça vraiment intéressant. C'est genouillère de skate. Je trouvais que son look était génial. Et puis je suis allée en taxi, en Uber au Centre Vidéotron, puis on me disait que jamais on avait vu ça à Québec. Des jeunes qui allaient se faire porter au Centre Vidéotron le matin. Là. Il y a des gens qui attendaient des heures et des heures. Toi, salut, bonjour, week-end, Alexandre, c'est au Centre Vidéotron. C'est juste à côté. Puis moi, tu peux être sûr que 10h31, j'étais dans mon camion. Mais c'est vrai qu'il y arrivait du monde déjà? Ah oui, ben il y a des gens qui ont couché là pendant 2-3 jours. Là. C'était fascinant de voir ça. Ça, c'est sûr qu'il y avait des billets par terre. Exact. Puis ils voulaient être en avant, proche de la scène. Ils voulaient avoir le contact avec Billie Eilish. Alors, on en a interviewé tout au long de la fin de semaine. C'était fascinant de voir ça. Mais je dis à la blague, j'ai quitté rapidement, mais l'organisation autour du Centre Vidéotron, ça a été impeccable pour accueillir ces jeunes-là, pour qu'ils soient en sécurité, pour que la nuit, c'est quand même, je veux dire, ça rafraîchit un peu la nuit ces temps-ci, mais il y avait des commodités aussi autour, des salles de bain. Ça a été bien fait, ça a été souligné par plusieurs personnes. C'est ce qu'on retenait parce qu'il y avait des gens de Labrador City, il y avait des gens de l'Australie, des gens de partout vu que c'était la première mondiale. Et mention à Billie Eilish aussi qui a fait une espèce de vidéo au début du spectacle pour parler justement de l'empreinte écologique, les bouteilles d'eau qui étaient utilisées dans le Centre Vidéotron.
c'est la première fois qu'on autorisait aux fans de rentrer avec les bouteilles d'eau réutilisables. Il y avait des stations où on pouvait se remplir. Puis elle a invité les jeunes à voter. Que c'est important d'aller voter, puis de s'informer sur les candidats. Puis ça, j'ai trouvé ça bien. La merch, la marchandise qu'on peut acheter. Un petit peu cher? Ah, c'était épouvantablement cher. Il y avait un chandail, entre autres, une espèce de coton ouaté avec une fermeture éclair devant, 170 $. C'était vraiment cher. Wow. T-shirt à 65 $. Puis ça faisait la longue file. Je me disais, là, tu payes ton billet. La marchandise, c'est très, très onéreux. Et j'ai réalisé qu'il y avait un nouveau trend qui existait avant les spectacles. C'est un trend TikTok. C'est la première fois que je voyais ça au Centre Vidéotron. Les jeunes, avant le spectacle, allument leur lumière de téléphone et font une chorégraphie avec leurs mains et se font répondre par les gens des autres sections. Fait que tout le monde avait les lumières de cellulaire puis faisait des chorégraphies de bras assis et puis tout le monde se répondait dans le Centre Vidéotron. Là. C'était quelque chose. Puis je trouvais ça génial. Ça fait passer le temps. Ça fait passer le temps. Mais là, c'est supposé être la première partie qui fait passer le temps? Oui, mais la première partie, il y a eu un 40 minutes entre la première partie et l'arrivée de Billie Eilish. Ça, c'était tard. Elle est arrivée sur scène à 8h40. Je me disais, whoop, je suis pas couchée. Et dans le sport, les Canadiens avaient un match en fin de semaine, mais c'est pas tellement le résultat, le score qu'on retient. Oui, et là, on est en attente des résultats d'examen pour connaître la gravité de la blessure à l'attaquant vedette du Canadien, Patrick Laine, qui a été la cible vraiment d'un coup de genou de la part du joueur des Maple Leafs de Toronto samedi, Cédric Paré, qui depuis est la cible de milliers de commentaires haineux sur les réseaux sociaux. Ça, c'est pas très, très glorieux. Là. Instagram, son compte X, on s'en est même pris verbalement par des membres de sa famille. Alors ça, c'est sûr, ça va être surveillé aujourd'hui au camp d'entraînement du Canadien. Au golf, Mario, un mot pour te dire que l'équipe américaine a remporté la Coupe des présidents 18,5 à 11,5. Mais finalement, il y a eu, parce que vendredi matin, on avait le résultat de jeudi, puis c'était 5-0, les Américains. Mais il y a eu un challenge, finalement. Là. L'équipe internationale a remonté. C'est qu'ils se sont repris. Ils ont fait le balayage le lendemain, donc le vendredi. Puis en fin de semaine, finalement, les Américains ont quand même repris le dessus. Et dans la NFL, victoire des Ravens 35-10 contre les Bills. Les Chiefs demeurent invaincus 17-10 contre les Chargers. Et malheureusement pour toi, les Buccaneers de Tampa Bay ont vaincu 33-16 les Eagles. Mais à ta défense, il faut quand même dire qu'il y a plusieurs blessures. Plusieurs blessures, mais il n'y a plus vraiment d'équipe. Là. Ouais. C'est 20